d'enregistrement et c'est parti, stream du dimanche matin. Bon, on y va. Hein. On y va. Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Merci beaucoup Gilles. Ouais, envoyez-moi un ingé son là. Et puis surtout un ordi. Déjà quoi. Un truc qui explose pas et tout. Non, hier j'ai fait un truc parce que je suis vénère que ça se passe pas bien avec tout ce boulot quoi. C'est que, vous savez, on a téléchargement. Et il y a plein de trucs dans le téléchargement. Et j'ai tout effacé. J'ai tout effacé. Dans le téléchargement, j'ai tout vidé quoi. Ouais. Non, le devenir c'est Deleuze. Et l'épistémé, c'est Foucault. Et la domination, c'est Bourdieu. Voilà, on y est, quoi. Normalement, j'ai changé le titre, Alpha Beta, ça doit être bon, quoi. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, que c'est un chouette dimanche et tout, nous, il faisait beau et tout. Et moi, j'ai donné ma fille hier, on est parti, soirée pyjama. La soirée pyjama, c'est quelque chose, hein, pour les petites 10 ans, quoi. C'est... Donc voilà. En plus, elle était dégoûtée parce qu'elle avait oublié son pyjama pour la soirée pyjama. Mais bon, la petite copine, elle va lui donner, quoi. Donc tout va bien aller, quoi. Donc, aujourd'hui... oh non. J'en ai foutu. Alors, donc, c'est parti pour effectivement ces 2 heures de mag. Donc, on va commencer, parce qu'on l'a pas fait hier. Donc, du coup, je trouvais que c'était quand même important de revenir dessus. On va travailler là du côté de l'Italie, et notamment parce que Marcel a refusé, et moi aussi, d'affronter un article qui était assez génial dans Mediapart qui expliquait la... Comment je pourrais dire ça qui expliquait... Bah, pourquoi j'ai pas mon... Non, ça devrait apparaître ça. Il est là. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Qui expliquait les règles d'élection là-bas en Italie, quoi. Et donc, effectivement, on a des clichés par rapport à ça. On a assez vite dit que l'Italie est un pays ingouvernable parce que c'est une constitution qui rend un exécutif trop faible, etc. Et je trouve qu'on oublie 2 choses à ce niveau-là. D'abord, la première, c'est que est-ce que le problème, ce soit que l'exécutif il soit trop fort, en sachant que, mine de rien, un peu de pouvoir au Parlement, ça ferait quand même pas mal de bien en France, quoi, et que le Parlement soit pas une caisse d'enregistrement comme il l'a été pendant ces 5 dernières années. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on soit capable de poser cette problématique-là enfin. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième, c'est que on méprise à ce niveau-là l'histoire d'un pays qui reste un pays fédéral, l'Italie, et qui a gardé, en fait, un peu comme en Allemagne, de sa construction récente. L'Italie, c'est un pays qui date des années 1860. Et on a gardé un petit peu... on a du mal à comprendre le fonctionnement de ces États qui sont restés très décentralisés, en fait, comme l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, etc. N'oubliez pas qu'à ce niveau-là, l'intégration de l'État en Italie, elle a été difficile, et que pendant très longtemps, vous avez une régulation des rapports sociaux au niveau local qui était assurée soit par des autorités locales, soit
par un certain nombre de alors du réseau de solidarité jusqu'à la pègre, jusqu'à la mafia. Donc il y a cette histoire en fait assez tout en clair-obscur quoi de ce qui est non pas l'éclatement italien mais le fonctionnement fédéral italien quoi et son fonctionnement décentralisé à la base quoi. Donc un parlement fort certes, une multiplication de partis, certes, vous allez voir qu'à l'extrême droite, il y a 3 ou 4 partis, quoi. Et en même temps, en parallèle de ça, ne pas oublier son histoire fédérale et son attachement au fait que le Parlement soit une vraie entité, quoi. Voilà, je pense que c'était important un petit peu de rappeler tout ça. Et à travers une petite vidéo qui est sortie chez Arte hier, je vais vous proposer une petite réflexion autour de l'instabilité politique et ensuite on réfléchira à ce qui est en jeu dans le cadre de ces prochaines élections. Voilà, on restera pas trop longtemps, mais je tenais quand même à passer un petit peu de temps sur l'Italie. « 14 mois. Réponse, c'est l'Italie, l'un des pays champions Je de vous le remets. l'instabilité gouvernementale en Europe. Quel pays d'Europe a vu son gouvernement tomber cet été, a vu défiler plus de 60 gouvernements depuis 1946, soit en moyenne un nouveau tous les 14 mois? Réponse, c'est l'Italie, l'un des pays champions de l'instabilité gouvernementale en Europe. Alors, si vous avez manqué ce qui s'est passé cet été en Italie, sachez que rien ne va plus pour le gouvernement de Mario Draghi. Le Premier ministre italien a dû présenter sa démission en juillet, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées. Petit retour en arrière. Game over pour Super Mario. Le 21 juillet, après une séance mouvementée au Parlement, le président du Conseil italien présente ses adieux, la voix chargée d'émotions. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Petite parenthèse par rapport à la nature très particulière de l'homme providentiel en Italie ces dernières années. L'homme providentiel en Italie ces dernières années s'est plutôt révélé être un banquier qu'un tribun, ce qui est quand même assez original, quoi. Ça veut dire que Draghi, c'est un type qu'on est allé chercher aussi parce que il était suffisamment fédérateur pour que ça puisse à peu près passer et surtout on a quelqu'un qui était en très bon terme avec la politique européenne et donc c'est vrai qu'on a ces deux extrêmes, soit on a des banquiers qui sont très liés à la bureaucratie européenne et qui participent assez largement à la construire et à la redessiner, c'était le cas de Draghi, soit à l'inverse on a des partis d'extrême droite qui sont à la limite de l'euroscepticisme et qui en Europe, et ça il faut faire attention, nous des alliés d'une façon très particulière. Ça veut dire que l'extrême droite européenne est très divisée. Vous avez quand même d'un côté la Hongrie et la Pologne qui sont des conservateurs presque religieux, quoi. Et de l'autre côté, en France par exemple, Marine Le Pen, elle est alliée avec Salvini, elle n'est pas alliée avec Giorgia Meloni, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Donc voilà, prenez en compte toutes ces complexités-là et le statut très particulier de l'homme providentiel en Italie. Tout le monde a un cœur, même les banquiers de la Banque centrale comme moi. Depuis 1 an et demi, l'ancien chef de la Banque centrale européenne était à la tête d'un gouvernement constitué en pleine pandémie du Covid-19, avec pour principale mission la gestion d'un plan de relance européen. Pour cela, il avait reçu le soutien de la quasi-totalité des partis du Parlement pour former une vaste coalition d'unité nationale allant de la gauche à l'extrême droite. Mais cette unité s'est fissurée au fil des mois. Lors d'un vote de confiance au Sénat le 20 juillet, Mario Draghi perd le soutien de 3 des partis les plus importants de la coalition. La Ligue de Matteo Salvini,
le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte et la Forza Italia de Silvio Berlusconi. Chez les députés centristes, c'est l'incompréhension. À tous ceux qui disent que les politiques sont tous les mêmes, je réponds que nous avons soutenu le gouvernement jusqu'au bout. Conte, Salvini et Berlusconi ont fait tomber le gouvernement Draghi. Il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Il est clair que nous sommes de ceux qui se soucient de l'Italie. À l'origine de la crise politique, le mouvement 5 étoiles, le parti anti-système, fondé en 2009 par l'humoriste Beppe Grillo, réclame des réformes économiques et sociales. En réalité, il est surtout confronté à une crise interne, comme nous l'explique Luca Tomini, enseignant-chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Le mouvement 5 étoiles, ça fait des années qui est entré dans une crise, je dirais une crise d'identité, une crise dans son programme politique, dans son identité politique. Et donc, l'idée de s'éloigner du gouvernement Draghi pour récupérer, ou au moins essayer de récupérer le consensus qu'il avait perdu, c'était ça la raison pour laquelle donc Giuseppe Conte, le leader actuel du mouvement 5 étoiles, a décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement Draghi. De leur côté, les dirigeants de la Ligue et de Forza Italia espèrent se refaire une santé. Ils rêvent de mettre sur pied une coalition de droite avec plusieurs partis. Giorgia Meloni, la chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, plébiscitée dans les sondages, en prendrait la direction. Je n'ai pas peur. Je suis prête à mener ce combat. Mais êtes-vous prêts? Cette nation est-elle prête à voir pourquoi les journalistes présentent le mouvement Fratelli d'Italia comme étant monstrueux, alors que d'après les sondages, un Italien sur 4 nous soutient? Pourtant, c'est loin d'être la première crise politique. Les Italiens y sont même habitués car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moins 67 gouvernements se sont succédés. Pas facile dans ces conditions de mener. Pour ceux qui viendraient d'arriver, bonjour tout le monde, c'est le Mag Actu du week-end, là en l'occurrence du dimanche, quoi. Donc dans cette première partie, on faisait un point qu'on n'avait pas pu faire hier, parce que là on est vraiment proche des élections, que j'avais passé du temps dessus, donc je trouvais que c'était intéressant de revenir à nouveau sur la question italienne, et notamment de donner un petit peu cette perspective historique. Souvenez-vous un petit peu des partis qui sont en présence, quoi. Ça veut dire qu'en Italie, vous avez ce qui est considéré comme étant de la droite, qui est en fait le parti de... ouais, elle est plus funky, mais bon, elle est bouffée par les fachos quand même. Hein. C'est dur, quoi. Il y a quand même 3 formations, voire 4 si on rajoute Casa de Poun, qui est vraiment raide, quoi. Donc on a effectivement le parti de Berlusconi, qui est un parti de droite, quoi, et ensuite on a 2 partis principaux d'extrême droite, qui avec 2 histoires différentes. Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est un parti qui vient plutôt du sud et qui est l'héritier direct du MSI, qui était le parti néofasciste qui se réclamait de Mussolini après la guerre. Et elle essaye, vous avez vu, de dédiaboliser, comme on dit, son image, quoi. Mais Giorgia Meloni, c'était une militante fasciste. Hein. Donc là, on est face à ce type de... Et de l'autre côté, on a la Ligue d'Europe de Salvini, qui, elle, était un mouvement régionaliste à la base, et très capitaliste, très libéral, puisque c'était pour opposer le Nord et le Mezzogiorno du Sud, le Nord et le Sud. Ça veut dire, on considérait que le Sud pesait trop sur l'économie du Nord, et que l'économie du Nord, les grandes villes industrielles du Nord, Turin, Milan, etc., traînaient l'Italie et méritaient plus d'autonomie. Donc en fait, ce parti vient de là, puis après, à partir du libéralisme et d'une espèce de racisme de plus en plus conséquent, est devenu un parti national. Donc du coup, vous avez ces deux-là. Après, vous avez des groupuscules qui font plus ou moins
plus ou moins le coup de poing assez régulièrement, donc Casa des Pugnes. À gauche, vous avez un centre-gauche qui est moribond, et des socialistes qui n'arrivent plus à se retrouver, quoi, et qui n'arrivent à exister politiquement depuis 20 ans, la gauche, que dans des moments de crise, au moment où le tribun fasciste au pouvoir se retrouve en état comment dire, se retrouve renversé par le Parlement, et donc on fait appel à un homme providentiel, en général un banquier proche de l'Europe, et qui va s'allier avec le centre-gauche. Alors, le parti de Pepe Grillo, qu'on appelle le mouvement 5 étoiles, c'était un parti populiste qui semblait comme ça être à gauche, mais il ne faut pas oublier que c'est un parti qui est aussi qui a pu se montrer très raciste dans son rapport avec les migrants, et qui a eu tendance à reposer les problèmes d'immigration comme l'extrême droite, quoi. Ce parti-là n'a existé, et a bien existé, a gagné les précédentes élections, et est entré dans une coalition avec le mouvement de Draghi, puis a dû le quitter, et en fait n'a pas réussi à se repositionner de cette expérience de gouvernement-là, quoi. Donc du coup, c'est un parti qui est en chute libre et qui existe quasiment plus aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez fait un bon résumé, quoi, parce que c'est pas évident. Une politique claire et stable, mais comment le pays en est-il arrivé là? Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale. L'Italie sort de 20 ans de fascisme. Pour éviter d'y sombrer à nouveau, le pays choisit d'instaurer une république parlementaire dans laquelle le gouvernement a des pouvoirs limités par rapport au Parlement. Les membres des deux chambres du Parlement sont élus au scrutin proportionnel. Cela veut dire que les sièges sont attribués en fonction du pourcentage de voix obtenues. Avantage, même les petits partis peuvent y entrer. Inconvénient, le système rend difficile la constitution d'une majorité claire. C'est avec ce système que l'Italie a été gouvernée par les chrétiens démocrates de 1948 à 1994. À partir des années 90, plusieurs réformes électorales sont adoptées. Objectif, obtenir un système mixte, combinant scrutin proportionnel et majoritaire pour favoriser des coalitions fortes. Le système a notamment été utilisé au scrutin de 2018 et de 2022. Mais le pays n'est pas plus stable pour autant, car entre-temps, le paysage politique s'est morcelé après l'intervention d'une vaste opération anticorruption menée dans les années 90, comme nous l'explique Sofia Ventura, politologue à l'Université de Bologne. Les partis politiques étaient tellement enracinés dans les institutions que tout ça a favori la corruption, le financement illégal des partis politiques. Et donc, il y a eu la vague de ce qu'on appelle en Italie main propre. En italien, on dit mani pulite. Et donc, la série d'enquêtes qui ont visé beaucoup de partis sur le financement illégal, et ça a porté à la destruction, à la fin, à la mort des partis qui avaient géré la Première République. Peu à peu, les deux grands partis traditionnels sont remplacés par une multitude de nouveaux, et avec eux d'autres manières de concevoir la politique. Silvio Berlusconi, riche entrepreneur qui détient la moitié des médias audiovisuels italiens, impose avec son parti Forza Italia un modèle politique novateur pour l'Europe, basé sur la personnification d'un leader charismatique surmédiatisé, Il Cavaliere. Il est bientôt dépassé par un autre parti populiste, celui de la Ligue, dirigé depuis 2013 par Matteo Salvini. Sa ligne, d'abord régionaliste puis europhobe et xénophobe, inspire d'autres extrêmes droites européennes. En 2009 arrive le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Anti-système, anti-élitiste, écologiste, il se développe grâce aux réseaux sociaux et arrive en tête avec plus de 30% des sièges aux législatives de 2018. Tout ça provoque une distance grandissante entre les institutions et les partis qui vivent dans les institutions et la société. On voit une difficulté croissante des partis politiques à garder le lien entre société et institutions politiques. Donc, à donner des réponses, aux problèmes qui arrivent, problèmes économiques, sociaux, etc.
Des partis plus médiatisés, moins stables, plus éloignés des électeurs et qui n'hésitent pas à promettre monts et merveilles pendant la campagne dans un but commun, remporter le prochain scrutin et se maintenir au pouvoir. Le risque, c'est que le lien avec les électeurs se distende, comme nous le montre cet extrait du reportage de notre correspondant Gustav Hofer, tourné cet été. En Italie, la politique est un sujet à multiples rebondissements, mais ces vacanciers installés sur la plage de Santa Marinella évitent de penser à la campagne électorale, car lorsque la question est abordée, elle génère plus de frustration que d'enthousiasme, comme nous le confie Michele. Beaucoup de gens ne vont probablement pas aller voter, ils sont fatigués et la politique est loin de leurs préoccupations. Je crois que les Italiens ne s'intéressent pas beaucoup à cette campagne. Je ne sais vraiment pas pour qui je vais aller voter. Je suis encore indécis. Aucun des candidats ne me plaît. Les jeunes politiques, ils parlent, mais ils n'ont pas d'idée. La plupart des Italiens ne savent plus quel camp choisir. Selon les sondages, près de 40% des électeurs n'ont pas décidé pour qui ils voteront, et même s'ils se rendront aux urnes. Mais alors quel rempart face à cette instabilité politique et à ses conséquences? Lorenzo Pregliasco a cofondé l'institut de sondage politique YouTrend. Lors d'un entretien, nous lui avons posé la question. Le président de la République est élu tous les 7 ans par le Parlement et généralement, il ou elle reste au pouvoir pendant toute la durée du mandat. Donc la présidence de la République, bien qu'elle n'ait pas de pouvoir exécutif, a seulement, disons, des pouvoirs représentatifs, mais aussi des pouvoirs institutionnels clés comme dissoudre le Parlement, par exemple, ou donner le mandat au Premier ministre. Ainsi, le président a toujours un pouvoir réel dans la Constitution italienne. Et cela, je pense, représente un point d'unité pour les Italiens et pour le système politique. En prononçant la dissolution du Parlement, le président italien Sergio Mattarella a joué la carte de la dernière chance, comme il le dit lui-même. Convoquer les 3e élections législatives anticipées de l'histoire du pays depuis 1994. Reste à savoir si cela permettra au gouvernement d'avoir plus de stabilité ou si, comme certains experts s'y attendent, le pays devra engager à terme une profonde réforme de son système électoral. La réponse à la prochaine crise. Hop, voilà, ouais, c'était pour revenir sur cette petite histoire parce qu'on la connaît pas. Je me disais qu'on la connaissait pas forcément très très bien, quoi. Donc du coup, c'était intéressant de revenir un petit peu sur cette tradition politique très particulière qui est celle de la République italienne, quoi. Verdi en italien, c'était un pseudonyme, ça voulait dire Victor Emanuele Re d'Italia. À la fin du 19e siècle, vous avez eu vraiment des déchirures à l'intérieur de ce pays, en fait, qui étaient très marquées par cette division en régions autour de villes importantes, quoi. Et vous allez avoir, mouvement de Garibaldi, etc., la naissance d'une république italienne, quoi, avec un président de la République qui aujourd'hui, vous avez vu, n'a pas d'autre pouvoir que ceux de conciliation, et une république avec un parlement, avec un pouvoir législatif fort, et surtout, parce que c'est ça en fait le truc, c'est bien ce qui est expliqué, quoi. Disons, une organisation partitaire, enfin, en termes de parti, qui est quand même très, très singulière, quoi, et qui aujourd'hui laisse l'Italie aux mains de 3 formations qui sont toutes les 3 très, très racistes, en fait. Il faut bien le dire, mais si on rajoute le mouvement 5 étoiles, ça veut dire qu'on est sur... on n'est pas en train de dire que 70% des Italiens sont racistes, juste en train de dire que presque 50% d'expression du corps électoral se dirigent vers des partis qui... voilà... qui ont une position, que ce soit par rapport aux migrants ou à certaines questions, qui sont quand même très dures, quoi. Donc je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu sur ça. Je lis un tout petit peu l'article là, je vais attaquer la lecture de l'article sur l'Italie. On va très vite passer un petit peu les enjeux et passer à la suite. Mais je laisse avant, je vous remets l'audio du bureau. Et ben, je laisse Andrea vous dire coucou et vous présenter sa deuxième partie. Comme ça nous fait une petite pause. T'es là, Andrea ? Ouais.
Ouais, t'es là. Alors vas-y, bah, si tu veux dire bonjour à tout le monde et présenter la partie que tu voulais nous faire tout à l'heure, comme ça fait une petite coupure aussi. Alors, est-ce qu'on t'entend? Allô, allô? Bon, je vais essayer de la rappeler. Hop, je la rappelle. Non, non, Ah, si allô? t'es là? Ouais, si, c'est bon, on t'entend. Ça y est, ça y est. Il y a eu un petit Vas-y. problème, ouais, pardon. Bon, j'espère que ça va tenir. Salut tout le monde. Ce matin, moi, je vais vous parler dans la rubrique Continuum du masculinisme. Et avec, pour adosser le propos, eh ben, il y aura Mélanie Gourarier, une anthropologue qui a travaillé sur les questions de genre. Donc, on présentera, enfin, je vous laisserai visionner et commenter avec moi une vidéo sur un livre qu'elle a publié qui s'appelle Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et ensuite, j'aimerais bien vous parler d'un petit podcast que j'aime beaucoup et toujours sur le même sujet avec le politologue Francis Dupuy-Derry. On parlera, pour compléter, de son travail sur les prétendues crises de la masculinité. Voilà, voilà, pour moi tout à l'heure. J'espère que ça Merci. vous plaira. Merci À tout à l'heure. beaucoup. J'espère que vous me redirez au niveau du son si tout va bien et tout. Coucou Alceste, bah dis donc, t'es là tôt quoi. Ouais, il est bien ce titre quoi. Ok, c'est cool. Après, ben, il faudra jongler quoi. Allez, on finit le petit tour d'horizon par rapport aux enjeux et au programme. C'est un article de Mediapart de Romaric Gaudin le dimanche 25 septembre 2022. Donc c'est pour ça, hein, on y est, c'est aujourd'hui quoi. Et Marcel vous fera sûrement un point. Je lui rappellerai demain matin dans sa revue de presse. Au fait, si jamais il y en a qui ne sauraient pas, donc Marcel fait un podcast, fait un mag actu tous les matins, donc du lundi au mercredi de 8h à 10h et jeudi et vendredi de 7h à 10h. Donc voilà, à la fois à base de dossiers et de revues de presse quoi. La meilleure revue de presse du moment, elle est chez Marcel quoi. Alors allons-y allons-y concrètement. Concrètement, vous avez vu que je vous ai mis plein de trucs quoi. Alors, est-ce que ça marche ça? Alors concrètement l'Italie, on va voir. Ah bah, Alors, ouais. si vous voulez concrètement, ça donne ceci. Voilà. Non, les SO en revanche, ils marchent pas. J'ai pas fait, j'ai oublié de le faire ça. Je l'avais fait et puis je l'ai pas activé. Donc voilà. Bon, progressivement, hein. Moi dans 6 mois, c'est nickel. Dans 6 mois, c'est nickel. Alors allons-y. L'Italie. Donc le dimanche 25 septembre 2022, les Italiens sont appelés à voter. Une élection importante pour la péninsule et pour l'Europe, avec l'arrivée annoncée à la présidence du Conseil de la chef de file du parti néofasciste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Mais le processus des élections est complexe et les conditions de cette campagne ont été très particulières. Voici un tour d'horizon du fonctionnement et des enjeux du scrutin. Donc pourquoi vote-t-on encore en Italie? La dernière élection générale en Italie a eu lieu en mars 2018 et la prochaine était prévue pour le printemps 2023. À l'issue des dernières élections, aucune majorité claire n'a émergé. Le mouvement 5 étoiles, M5S, est le premier parti du pays mais ne peut gouverner seul. Une alliance se met alors en place avec la Ligue, Lega, de Matteo Salvini. Donc, vous voyez, le mouvement 5 étoiles, c'est allié avec la Ligue, quoi. Sous la direction de Giuseppe Conte, un avocat qui va devenir chef du mouvement 5 étoiles. Cette coalition tombe en août 2019 et un deuxième gouvernement Conte est mis en place autour d'une alliance entre le mouvement 5 étoiles et la gauche. Donc le mouvement 5 étoiles s'est allié avec une droite qui est quand même bien à droite, celle de la Ligue, et puis après avec la gauche, quoi. Mais en février 2021, le parti de l'ancien chef du gouvernement, Matteo Renzi, fait tomber Conte, qui est remplacé par Mario Draghi. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne qui bénéficie d'une grande popularité. Et voilà, et c'est assez rigolo en Italie, c'est que ces personnages un peu de banquiers ont très souvent
une certaine aura en fait dans le pays, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous hein, à comprendre, quoi. À la fois le fait qu'ils puissent investir de la popularité sur des personnages quand même qui pourraient paraître assez fades, hein, des banquiers d'affaires qui dirigent des BCE ou qui ont des fonctions européennes. La dernière fois que c'est arrivé en France, par exemple, l'investissement d'une opinion publique autour de ce type de personnage, c'était à l'époque de... Vous vous rappelez comment il s'appelait là Delors, Jacques Delors. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un petit peu moins, quoi. On n'a pas un investissement particulier sur un Michel Barnier, quoi. Donc voilà, ça fait partie des particularités italiennes qui... Oui, mais si tu veux, bien sûr que c'est tous d'une façon ou d'une autre des banquiers, quoi. Mais c'est pas des personnalités de la bureaucratie européenne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, on est face à des personnalités de la bureaucratie européenne. Jacques Delors, Michel Barnier, et là, Mario Draghi, quoi. Alors qu'il suffirait effectivement de dépendre les banquiers, quoi. Et ça serait tellement plus simple et aisé, on pourrait enfin passer à autre chose, quoi. Voilà. On va dire que ça pourrait se passer comme ça, quoi. Donc le 21 juillet au Sénat, le gouvernement Draghi obtient la majorité relative sans les voix du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. En conséquence, il décide de confirmer sa démission, provoquant la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. 4 élections en une. Donc entre 8h et 23h, bon ça je passe un petit peu, quoi. Après la décision de réduire le nombre d'élus, 400 députés et 200 sénateurs sont à élire. Le système électoral est complexe et met des élections uninominales à un tour pour un tiers des élus et des élections de liste à la proportionnelle pour les 2 tiers restants. L'électeur aura à sa disposition 2 bulletins, un pour la Chambre et l'autre pour le Sénat. Ces 2 bulletins se divisent chacun en 2 colonnes, une pour l'élection uninominale, l'autre pour le scrutin de liste. L'électeur a alors 3 possibilités. Il peut cocher seulement le nom du candidat à l'uninominal et son vote est alors transmis à l'ensemble des listes constituant la coalition soutenant ce candidat. Il peut cocher une liste seulement et son vote va automatiquement au candidat soutenu par cette liste. Bon, on est sur... on va dire, on est quand même sur quelque chose qui est pas hyper évident, quoi. Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Ouais, mais alors je sais pas si c'est moi qui vais vraiment pouvoir vous les donner, quoi. Bon, en gros, il y a un mélange de proportionnel et d'uninominal, quoi. Le vote est bloqué, tout bulletin ou électeur aura coché le nom d'un candidat à l'uninominal et parallèlement un parti d'une liste qui ne soutient pas ce candidat sera considéré comme nul. En revanche, on peut distinguer les votes entre Chambre et Sénat. En Italie, le gouvernement doit obtenir la confiance des 2 chambres. Les circonscriptions sont différentes dans les 2 chambres, tant pour le scrutin uninominal que pour le scrutin de liste. Mais la principale différence réside dans le niveau de répartition à la proportionnelle des listes, nationale pour la Chambre, régionale pour le Sénat. Ok, en plus, vous avez la différence fédérale, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur la... Donc la campagne n'a pas passionné les foules en Italie, elle a été extrêmement courte, il y a eu vacances, quoi. La campagne s'est donc jouée principalement dans les grands médias et sur les réseaux sociaux. Vie chère et inflation comme grand thème de la campagne. La tentative d'une partie de la gauche de mettre en place une alerte sur le retour du fascisme n'a pas réellement pris dans l'opinion, et même a été jugée par certains, notamment au mouvement 5 étoiles, comme contre-productive. Donc vous voyez, le mouvement 5 étoiles, c'est pas un mouvement antifasciste populaire, quoi. C'est pas ça. Les sardines, c'est un mouvement qui est un petit peu plus intéressant, mais on fera un live autour de la gauche italienne un jour, quoi. De son côté, la droite a dénoncé ces accusations comme absurdes. Globalement, l'intérêt pour la campagne a été très réduit. La campagne a aussi été marquée par une forme de certitude. Le système électoral semble en effet devoir donner sans difficulté la majorité absolue à la droite, dans la mesure où la très grande majorité des circonscriptions uninominales lui semble acquise compte tenu de la division des oppositions. Pour toutes ces raisons, un des points qu'il faudra surveiller lors du scrutin sera l'abstention. Elle s'annonce très forte, parfois donnée à 40%. C'est un chiffre qui serait historiquement élevé dans un pays où l'on vote traditionnellement beaucoup. En 2018, l'abstention était de 27%, ce qui était le niveau le plus élevé de l'après-guerre. Un centre droit très à droite, ok, vous voyez, ça permet de au moins
J'espère que c'est utile pour vous et que ça permet au moins d'avoir un certain horizon sur ces élections du jour, quoi. Donc, le terme trompeur forgé par Silvio Berlusconi et ses alliés dans les années 90 pour dissimuler l'intégration dans la coalition de droite des néofascistes, à l'époque l'Alliance nationale de Gianfranco Fini et de la Ligue, à l'époque Ligue du Nord. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même sur des traditions d'extrême droite différentes. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas le centre droit, c'est l'extrême droite capitaliste. L'extrême droite libérale, quoi. Donc que vous ayez du côté de Berlusconi ce modèle des hommes d'affaires tribuns des années 90, quoi. Je vous rappelle que Berlusconi c'était le président de la Rai Uno et du Milan AC, et on se souvient l'espèce de dialogue à distance entre Berlusconi et Bernard Tapie, pour ceux qui se souviendraient de cette époque-là, et on est bien face à une extrême droite, mais avec des stratégies de la Ligue et de l'Alliance nationale de rapprochement vis-à-vis de la droite dite républicaine à cette époque-là. Et c'est quelque chose qui n'a pas été possible en France. Donc effectivement, nous, on a sans doute échappé à toute cette période-là par le fait de décisions qui ont été prises par Chirac puis Sarkozy, il faut le reconnaître, à la fin des années 90 puis au début des années 2000. Et on se souvient, ce qu'on disait la dernière fois, de l'épisode Charles Millon à Lyon, avec un rejet de ces alliances-là au niveau local. Or, ici, on a des partis qui, au niveau local, sont très forts et qui ont été capables de faire des coalitions pour organiser des gouvernements tout au long des années 90-2000, quoi. Cette coalition regroupe aujourd'hui les mêmes composantes avec un glissement à droite certain. L'Alliance présente partout des candidats communs au scrutin uninominaux et s'est mise d'accord sur un candidat commun à la présidence du Conseil. Celui du parti arrive en tête du scrutin de liste nationale, mais les programmes sont parfois différents. Ok, Forza Italia est toujours présent, mais affaibli, c'est moins de 10% des voix, et c'est centré autour de la personnalité assez particulière de Silvio Berlusconi. J'avance un petit peu. Le deuxième larron de la coalition, c'est la Ligue de Matteo Salvini. Son programme reste obsédé par les arrêts des débarquements de migrants et par la lutte contre l'insécurité. Sur le plan fiscal, sa grande idée agitée depuis longtemps, c'est la flat tax, un taux unique de 15% pour l'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est très important au niveau européen, et ça, je tiens quand même à le rappeler, c'est que là, il y a une vraie pression qui est exercée par l'Union européenne sur l'Italie, puisque l'Italie a été bénéficiaire d'un certain nombre de plans d'aide. Et à travers la voix d'Ursula von der Machin, dont je ne me souviens jamais son nom, Berlusconi, c'est lui qui avait la 5e avant Arte, aussi Sciences et Vie et Sciences à venir. Ouais, alors je savais pas pour Sciences et Vie, etc. La 5e, je savais, et puis la Rai Uno, surtout la première télé italienne, quoi. On est vraiment sur un modèle d'ascension particulier, c'est très différent. Donc on a une droite qui est complètement enchevêtrée dans le capitalisme, dans un certain libéralisme. Ça, c'est important. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Italie est bénéficiaire des aides de l'Union européenne depuis quelques années, et qu'il y a une vraie pression qui a été mise sur par l'Europe sur l'Italie, en disant il est hors de question que vous laissiez filer les déficits. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quelqu'un comme Giorgia Meloni, qui était très eurosceptique, est revenu un petit peu sur ses discours à ce niveau-là. Et donc, en fait, ça a l'air de peser un petit peu quand même. Voilà, le côté non, vous avez besoin des plans d'aide, quoi, donc ne faites pas ça. Il y a une petite pression de l'Union européenne qui est faite, alors qui n'est pas au niveau de celle qui avait été menée par l'Allemagne et la France de Merkel-Sarkozy contre la Grèce, mais il y a quand même une pression qui est posée par l'Europe, quoi. Et ça, il faut quand même bien le remarquer. Je finis ça tranquillement. Donc, depuis 2017, le parti a abandonné sa volonté de sortir de l'euro, c'est ce que je vous ai dit, tout ça. Grand point d'interrogation du financement russe de tous ces partis. Aujourd'hui, la Ligue, qui est un des plus anciens partis politiques d'Italie, est en perte de vitesse, y compris dans ses bastions du Nord. C'est donc la Ligue qui, aujourd'hui, est très proche de Marine Le Pen et du Rassemblement national, même si ces derniers mois, le conseiller de Marine Le Pen, a rencontré Giorgia Meloni, alors que le Rassemblement national était très éloigné de Fratelli d'Italia jusqu'à présent. Initialement issu de ceux qui, parmi les néofascistes, refusaient le caractère modéré de l'Alliance nationale, ce parti bénéficie de son refus de soutenir le gouvernement Draghi en 2021.
Fratelli d'Italia s'est beaucoup efforcé de polir son image, même s'il reste très ancré dans la tradition néofasciste. Je vous rappelle la flamme néofasciste du MSI, qui a été reprise d'ailleurs par Le Pen au moment de la création du Front National, très inspiré dans son organisation, son idéologie, par le MSI. Même si en France, il y a le poujadisme en plus qu'il faut, comme composante du Front National, et toute cette dimension Algérie française qu'il faudrait rajouter. Donc lutter contre les déviances qui frappent la jeunesse, on est face à quelqu'un qui est anti-avortement, hein, Giorgia Meloni, très marqué par le catholicisme, défense du Made in Italia, mais en même temps, on se prétend rattaché à l'Union européenne. Son modèle semble se situer entre la Pologne et la Hongrie. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et ça, il faudrait revenir sur une série de streams autour de l'extrême droite européenne, puisque j'ai pas encore fait la Pologne et la Hongrie. Le centre-gauche peu convaincant. Je vais pas y revenir sur ça, quoi. Mais globalement, alors dans cette campagne, Enrico Letta a tenté de renouer avec un discours un peu plus à gauche, notamment en défendant un blocage des prix de l'énergie ou en voulant dépasser le Jobs Act. Mais tout cela est resté assez modéré et flou. Sur le salaire minimum qui n'existe pas en Italie, le programme du PD est par exemple celui d'accord collectif. Ensuite, on a une alliance qui est quand même assez large et qui n'a pas réussi à emporter les foules. Face à tout ça, c'est l'effondrement du mouvement 5 étoiles, quoi. La grande erreur d'Enrico Letta a été de ne pas pouvoir élargir cette coalition de façon suffisante. Il a semblé refuser toute alliance avec le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte, sous prétexte que ce dernier avait provoqué la chute du gouvernement Draghi. Le mouvement 5 étoiles est donc parti seul dans cette campagne, mais division interne, participation au gouvernement, on ne retrouvera pas les 32% de la dernière fois, quoi. Donc le côté ni de droite ni de gauche, là, à ce niveau-là, n'a pas marché, et on voit bien que ce fourre-tout-là n'a pas su obtenir une adhésion continue vis-à-vis des citoyens. Et enfin, on finit par le terzo polo, le troisième pôle, Italia Viva de Matteo Renzi et Azione de Carlo Calenda, qui est un parti qui a fait toujours assez peu de voix, mais qui a été au cœur des coalitions et des gouvernements. Dans un pays comme ça, avec un fonctionnement législatif très fort, vous avez ce type de parti-là. C'était la droite du Parti radical pendant la 4e République française, la 3e, pardon, qui va se retrouver en général fournissant l'intégralité du personnel ministériel de ces pays-là. Proche du programme d'Emmanuel Macron, baisse des impôts, conditionnalité du revenu de citoyenneté, soutien au nucléaire, renforcement du pouvoir des experts, soutien à l'innovation. Un autre néolibéralisme, pas le même. Et pour les petits partis écrasés autour de cela, vous avez vu, hein, pas de parti historique de la gauche issu... il y avait un parti, l'Union Popolare, mais qui est en perte de vitesse totale. On est à 1,13% des voix, quoi. Donc un parti communiste qui a explosé, il y a un rapprochement de partis de gauche avec la France insoumise, mais qui n'ont jamais profité du moindre décollage, quoi. Il y a donc fort à parier que Giorgia Meloni deviendra la première présidente du Conseil de l'histoire italienne. Matteo Salvini, qui s'est longtemps vu Premier ministre, acceptera-t-il de rester dans l'ombre? Lui qui a pris beaucoup de plaisir à ça. Si la défaite de la Ligue est lourde, notamment dans le Nord, sa stratégie menée depuis 2011 sera-t-elle remise en cause en interne? Et compte tenu des divergences entre Fratelli d'Italia, FI et la Ligue, la coalition tiendra-t-il pendant 5 ans? Nous sommes plus ou moins alignés sur Giorgia Meloni. Il n'en reste pas moins que si la campagne n'a guère porté sur la question du retour du fascisme au pouvoir, mais plutôt sur la vie chère, la prise du pouvoir par Fratelli d'Italia pourra marquer une rupture dans la société italienne avec des mesures autoritaires et réactionnaires. Voilà, j'espère que ça a été, une gauche qui effectivement rejette le peuple, quoi, alors que on l'a bien vu quand on a vu les Black Panthers. The power to the people. Voilà, bon, c'était pour vous faire un petit panorama en fait de la situation italienne, quoi. Et bon, voilà, j'ai passé un petit peu de temps dessus. J'espère que ça a été un petit peu éclairant. On en avait déjà parlé. Je vous renvoie à ce qu'on a déjà fait. Je vous renvoie aussi au fait qu'avec Andrea, on est en train de créer une chaîne YouTube et qu'elle sera en ligne pour cette semaine et qu'on vous la présentera la semaine prochaine
dans laquelle on essaiera de mettre ces différents lives, mais pourquoi pas aussi un certain nombre de lives montés, et notamment intégrer un projet de commun que j'aimerais bien mettre en place avec d'autres streamers. Voilà. Ça, c'était donc pour la première, pour cette première petite partie, quoi, mais qui était longue en fait, quoi. Du coup, je vais aller très très vite sur la question de la psychiatrie pour laisser la place à Andrea le plus vite possible. On se refait un petit générique. Allez, on va pas réécouter Gilles, on va se faire un autre générique. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Allez, vu qu'on va prendre un point un peu particulier, un petit générique micro. Voilà, c'était juste. Merde, putain, je savais pas que j'étais mute, quoi. Donc je reprends tout, je vous ai mis ce petit générique pour qu'on puisse faire la transition un petit peu entre les deux, et sortir un petit peu de l'Italie. Donc là, je vous attaque une partie autour de cette question de la psychiatrie. Je vais le faire vite aujourd'hui parce que je voudrais vraiment qu'on passe du temps sur le dossier d'Andrea. Chaque week-end, c'est dur pour moi de gérer ce temps-là. Je pense que ça va aller mieux parce que je vais mieux me représenter progressivement combien de temps dure chacune des parties, et je suis à chaque fois je prends trop de choses à chaque fois. Donc je vais vous le faire vite en fait. On va se faire ça en un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Comme ça on arrivera à peu près vers 25 pour Andrea. En fait, ça te va Andrea, comme ça? Tu me dis, hein, sinon je... et donc, dans cette... donc je voulais quand même... je tenais quand même à vous faire ce qui est pour moi un peu un hors d'œuvre, en fait. Je voudrais vraiment lancer un grand cycle autour de la question psychiatrique, quoi. Et je voudrais l'accentuer en fait sur une problématique qu'on a déjà pu développer à l'intérieur de ces différents streams. C'est celle effectivement de la colonisation d'un certain nombre de secteurs par des logiques néolibérales, et ce que ça implique, ce que ça change, et comment ça refaçonne en fait. Donc le cas de la psychiatrie est intéressant dans la mesure où on est face à une discipline qui est assez récente, hein. La première fois qu'il y a eu le terme, c'est en 1808, et il va falloir attendre une quarantaine d'années avant qu'on le retrouve. Terme qui a assez vite associé l'accompagnement de malades. Après, on va avoir toute la question de définition des malades à des traitements chimiques. Mais il est évident qu'on a développé des psychotropes efficaces qu'à partir des années 50, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est
la psychiatrie moderne est née en fait avec, dans les années 50 avec l'arrivée de ces psychotropes-là. Mais je voulais juste aujourd'hui revenir à la fois sur la façon dont le néolibéralisme s'insinue dans des logiques qui étaient propres à la psychiatrie avant. C'est le mini petit article que je vais vous lire là, et ensuite, et je vous le fais que pour ça, quoi. Genre, je voudrais que vous écoutiez, ça dure pas longtemps, ça va durer 3 minutes. Il faut écouter Michel Foucault, quoi. Donc, je suis très ému de pouvoir vous faire écouter Michel Foucault. Donc, on va juste écouter Michel parler un petit peu de la façon dont on a construit le champ de la psychiatrie historiquement, et je finirai par juste quelques petites remarques, et qui, en gros, ça nous servira là d'introduction pour des streams plus longs que je vous ferai autour de cette question de la psychiatrie. Voilà, j'espère que ça vous convient. Juste, ce qui m'intéressait dans cet article, c'était son ton. Donc, je vais pas forcément le lire en entier, mais je voulais que ça nous serve un peu d'horizon, quoi. Je vais vous parler des origines de la psychiatrie. Je trouvais que c'était chouette, en fait, de repartir un petit peu de ça, quoi. La mine d'or de l'e-santé, les startups miracles. Depuis la première élection, donc ça, c'est un article qui date, hein. Ah non, pas tant que ça. Non, c'est un article de 2022, ouais, c'est pour ça que je suis retombé dessus. Donc si je vous parle aussi de ça, c'est parce que l'année dernière, il y a eu les assises de la santé mentale le 28 et 29 septembre, et je voudrais qu'on tire un certain nombre de conclusions de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y a un certain nombre d'articles qui sont sortis post-confinement autour de cette question de la e-santé. Et donc je trouvais que c'était une problématique qui était intéressante, même au niveau de la... au niveau politique, en fait. Depuis la première élection de M. Emmanuel Macron, BPI France ne cesse de soutenir financièrement, via les fonds Innobio 2, Large Venture et Patients Autonomes, etc., une pléiade de start-up toutes censées apporter une solution miracle aux problèmes qui accablent le système de santé. Les déserts médicaux dus à un choix politique de raréfaction des médecins. HKD commercialise une solution unique, performante et sûre qui rapproche les patients et les médecins, le tout en visioconférence. En fait, des cabines de téléconsultation qui intègrent la participation du patient dans la réalisation d'un examen clinique à la portée de tous, bien sûr. La dégradation de l'accueil des patients dans les hôpitaux en raison d'un manque de personnel. Nouville et Santé proposent des solutions pour numériser le parcours du patient de l'admission à l'hôpital au télésuivi à domicile, dûment rémunéré. Le service santé de la psychiatrie en déshérence, Doctopsy est une plateforme de visioconsultation médicale spécialisée dans les domaines de la psychiatrie, de l'addictologie et de la nutrition. L'accès aux soins en danger pour tout un chacun, Mediavis déploie des solutions dédiées aux acteurs de la santé afin de faciliter l'accès aux soins pour tous. Régulation des soins non programmés, euphémisme pour dire déprogrammation. Téléexpertise, télésoins, téléconsultation, adressage. J'ai presque envie de me mettre de la musique là. Les chambres hospitalières ne rapportent pas assez. Hapital est spécialisé dans l'amélioration du quotidien des patients dans les établissements de santé, conçu comme une sorte de conciergerie inspirée des grands hôtels qui vend l'accès aux chambres individuelles de l'hôpital public. Une absence de prise en charge publique de la dépendance, Télégraphique propose, etc., etc., etc. La lecture de cet inventaire non exhaustif montre que certaines applications pourraient avoir une utilité dans le cadre du service public, mais leur développement dans un tel contexte de paupérisation de la santé ne fait qu'accentuer la dérive technocratique et par là même la privatisation de ce service public. Voilà, je trouvais que c'était assez chouette de problématiser, enfin c'est en même temps complètement terrifiant, quoi, de problématiser en fait la question médicale à partir de ce type d'inflexion-là, et donc du coup de faire intervenir le concept particulier de Michel Foucault, qui est celui de l'épistémie. Pour quelle raison est-ce que je trouvais que c'était intéressant à ce niveau-là et que ça manquait un petit peu dans mes précédentes propositions et en plus dans nos précédents, parce qu'avec Andrea, ça on l'a fait, et c'était pas seulement dans des streams, ça nous c'est quelque chose qu'on fait depuis le début, depuis qu'on est ensemble, cette question de la pénétration par le néolibéralisme de notre de la réalité, en fait, la construction sociale de la réalité passant désormais par des nouveaux prismes. Pourquoi je trouvais que c'était
quelle est l'idée fondamentale de Michel Foucault? Est-ce que Michel Foucault, c'est un historien? Non. Il parlera dans Archéologie du savoir de ce que peut être l'archéologie. Michel Foucault, c'est effectivement quelqu'un dont la matière première, c'est des règlements intérieurs de prison, des affiches du Moyen-Âge, des rapports, des comptes rendus, des mémoires. C'est ça, son archive. C'est un archiviste. Enfin, et ensuite, à partir de là, Michel Foucault se pose la question de quelles sont les conditions qui ont dû converger, qui ont dû être nécessaires pour créer l'émergence de telle et telle représentation du monde, de telle et telle organisation du monde, de telle ou telle modalité de relation entre les gens et de régulation sociale. Et donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, au 19e siècle, la naissance de la science, la méthode expérimentale, la technologie, l'urbanisation, des nouveaux régimes politiques, un ensemble de conditions sont réunies pour que naisse une nouvelle épistémé, c'est-à-dire un ensemble de représentations du monde articulées sur une certaine organisation de celui-ci. Ah, désolé, j'essaye de vous faire le plus... Et donc là, vous allez avoir un Michel Foucault qui réfléchit sur qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la rupture dans l'histoire de la psychiatrie. Moi, je vous ai dit, vous avez 3 façons d'aborder l'histoire de la psychiatrie. Soit vous nouez la psychiatrie vis-à-vis des psychotropes et de la chimie, tel que le terme apparaît en 1840. Hein. Et donc, dans ce cas-là, si vous nouez la psychiatrie à l'histoire de la chimie, on se retrouve avec une histoire de la psychiatrie moderne qui daterait des années 1950 et une origine de la psychiatrie qu'il faudrait aller chercher. Je vais vous retrouver ces dates-là. Qu'il faudrait aller chercher. Donc le mot psychiatrie inventé en 1808 par Johann Christian Reil, qui fut le premier à affirmer que les méthodes de traitement psychique relevaient de méthodes médicales et chirurgicales les mieux étudiées. Et en fait, donc du coup, première façon de définir la psychiatrie, une branche de la médecine qui noue une santé mentale avec l'utilisation de la psychotrope dans sa version moderne, et, je caricature un peu forcément, et une approche physico-chimique au niveau de la naissance de la science au 19e siècle. Ça serait une première façon d'aborder la psychiatrie, de la définir médicalement à partir de ses caractéristiques et tout ça. C'est pas du tout celle de Foucault. Foucault, ce qui l'intéresse, c'est la façon dont vous avez des techniques de gestion de population qui ont évolué et qui vont changer au fur et à mesure des époques. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Et c'est quoi le on? C'est on trie les gens, on les discipline, on les enferme, on les classe, on les compte, on les recense. Quelles sont les opérations qui sont présentes? Et c'est pas il n'y a pas de complot, il n'y a pas des gens, il y a des opérations. Il y a l'opération du recensement, l'opération du tri, l'opération du compte qui va s'incarner dans une série d'institutions dont on peut faire l'histoire. Ça, c'est la vision de Michel Foucault. Ça serait la deuxième vision de la psychiatrie. Bon, je vais rester sur ces 2 visions-là. On verra sur la 3e. Bon, voilà, désolé, hein, je fais ce que je peux pour essayer d'être le plus clair possible, quoi. Je vous fais écouter un tout petit peu Foucault. Je vous fais un tout petit parallèle sur les assises de la santé mentale. Et on s'arrête là pour moi aujourd'hui parce que je veux vraiment laisser à Andrea toute la place, quoi. Et là, j'ai pris trop de temps. Merci Claire Illusion pour le follow. Alors, allons-y. On écoute un tout petit peu Michel Foucault et on en rediscute tous ensemble, quoi. Bon, voilà, j'espère que je vous ai pas trop assommé de trucs, quoi, que ça allait à peu près. C'est pas facile à faire, en fait. C'est parti. En 1976, dans Les chemins de la connaissance, Philippe Nemo proposait une série en 5 volets intitulée « Punir ou guérir, justice et psychiatrie », au cours de laquelle Michel Foucault intervenait dans les 4e et 5e émissions. Merci le bouchon. Dans la 4e, que l'on entendra ici, Michel Foucault rappelait quand, expliquait comment et pourquoi, selon lui, les médecins, les psychiatres en l'occurrence,
eurent besoin d'aller mettre leur nez dans les tribunaux pour reprendre ses propres mots. Punir ou guérir, justice et psychiatrie, 4e partie, le crime et le criminel. Pour écouter ici. Si vous avez jamais écouté Foucault, vous allez voir, c'est extraordinaire, vraiment. Si la voix de Michel Foucault qui, claire et méthodique, mettait à nu en 25 minutes l'expertise psychiatrique trop communément admise comme une évidence. Michel Foucault, la psychiatrie a eu depuis le début du XIXe siècle une stratégie de conquête qui aboutit aujourd'hui, paraît-il, à une omniprésence de l'expertise psychiatrique à tous les niveaux, non seulement au niveau criminel, où elle est d'abord apparue, mais aussi après au niveau plus diffus de tout l'appareil médico-psychologique, médico-pédagogique, médico-social que l'on voit dans la société présente. Cette évolution de la psychiatrie, cette stratégie de conquête qui lui a fait prendre peu à peu la place qui était celle auparavant de l'appareil purement judiciaire, s'explique par une série de mutations intervenues historiquement. Comment toute cette histoire a commencé ? Je crois que la première chose, ça a été au fond l'embarras que les psychiatres ont éprouvé lorsqu'ils se sont vus confier cette responsabilité, qui était pour eux nouvelle, d'avoir enfermé des fous. Le renfermement à l'âge classique, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'était essentiellement une affaire de police. C'était le lieutenant de police, c'était les administrateurs, c'était éventuellement le pouvoir royal qui avait le droit d'enfermer les gens. À partir du XIXe siècle, le médecin psychiatre, enfin la spécialité de psychiatre n'existait pas encore à cette époque-là, disons que les médecins ont reçu avec l'administration des asiles le droit de faire enfermer les gens, et ceci pour une durée indéterminée. Or, le savoir psychiatrique était à ce moment-là aussi rudimentaire qu'il l'est maintenant, c'est-à-dire que rien dans ce qu'on sait d'une maladie mentale ne permet de justifier effectivement qu'on enferme ceux qui en sont victimes. De sorte que, pour asseoir en quelque sorte cette responsabilité qui les rendait si mal à l'aise et qui les renvoyait à l'incertitude même de leur science, je crois qu'ils ont bâti ce qu'on pourrait appeler le grand thème du fou dangereux. Le fou dangereux, c'est-à-dire cette idée qu'au fond de la folie, il y a toujours une sorte de noyau de danger, volonté de crime, soif de sang, grand appétit de mort, qui viendrait ou bien s'abattre sur une victime ou bien dévorer celui-là même qui en est porteur. En fait, quand on regarde les chiffres, je crois qu'on peut dire qu'on a au moins autant de chances d'être tué par quelqu'un qui n'est pas fou que de l'être par quelqu'un qui est un malade mental. Mais enfin, ceci est une autre question. La nécessité de démontrer la dangerosité du fou, et je crois en proportion même de l'incertitude et du malaise qu'éprouvait le psychiatre à avoir enfermé les fous. Donc, si le fou, pour pouvoir être enfermé, doit être quelqu'un de dangereux, doit être un criminel en puissance, eh bien, il est tout naturel, si vous voulez, tout normal, très logique en tout cas, que l'on aille chercher chez les criminels le noyau de folie qu'ils peuvent recéler. Un noyau de criminalité chez les fous, un noyau de folie chez les criminels. Cette espèce de position symétrique du fou et du criminel, de part et d'autre de la psychiatrie, qui explique, je crois, le besoin que les psychiatres ont eu d'aller mettre leur nez dans les tribunaux, de proposer leurs bons offices aux juges et de dire il n'est pas possible, quand on... C'est pas génial, franchement. Ça tue. Ça tue. Enfin, c'est... Après, vous avez chacun vos sensibilités intellectuelles, quoi. Moi, j'avoue que la découverte de Foucault, quand j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années et tout, ça a changé ma vie, quoi. Il a une façon d'appréhender, franchement, il renverse l'intégralité qu'on avait pensée, en fait, quoi. C'est-à-dire que il s'agit, donc là vous avez une vision des institutions, par exemple, qui est très différente de celle qui est portée par la sociologie française. Contrairement à ce qu'on pense, Foucault est moins durkheimien que ce qu'il apparaît. Ouais, et puis en plus c'est la classe, quoi.
il est moins durkheimien que c'est un truc que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois. La sociologie française repose sur c'est une sociologie de grands agrégats. Qui sont avant tout des représentations. L'État, l'Église, etc. L'école et tout. Et ça va s'incarner dans des relations. Alors que je vous ai dit, chez Foucault ou dans la sociologie américaine, une institution, c'est un asile, un hôpital, l'institution médiatique. Merci Nouveau FR pour le follow. Très touché. Et donc ça, c'est voilà, ça pour la sociologie américaine, une institution, c'est 4 murs, des interactions, des règles internes, des conventions partagées, etc. Pour Foucault, c'est ça aussi une institution. Hein, c'est ça, il part de ça. Hein. C'est pour ça qu'il va chercher des règlements intérieurs, etc., etc. Mais en revanche, à côté de ça, Foucault, il construit une réflexion qui prend le recul de plusieurs siècles, voilà, il est toujours sur plusieurs siècles. Et donc, du coup, on est sur une philosophie du long terme qui pense les grandes ruptures épistémologiques, en fait. Quelles sont les conditions qui ont dû être réunies pour qu'apparaisse ce type de représentation et ce type d'articulation de la représentation avec une régulation des rapports humains. Ce que je me souviens de Foucault, c'est qu'il est cité dans un animé. Je connais pas le film Harmonie. Bonjour Fantos, bonjour. Bah, bienvenue à toi. Donc c'est plutôt un magactu. Je parlais des assises de la psychiatrie qui avaient lieu l'année dernière et je trouvais que c'était intéressant d'aller faire ce petit détour par Foucault pour essayer de redéfinir la psychiatrie dans ses termes à lui. Et je trouvais que c'était intéressant. Vous voyez comment est-ce qu'on désigne, comment est-ce qu'on... Oui, j'ai lu ça, les travaux de Fernand Deligny avec les enfants autistes, et notamment, j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiants sur marionnettes et autisme dans les années 50. Mais pourquoi est-ce qu'on peut faire des marionnettes avec des enfants psychotiques? Pourquoi c'est plus dur avec des enfants autistes et tout? C'est des sujets qui me passionnent, j'avoue. Mais maintenant, je suis spécialiste absolument pas de tout ça. Hein. On finit sur Foucault, et puis on part de ces quelques éclairages pour revenir sur aujourd'hui. On a affaire à un criminel, de ne pas lui poser la question de savoir s'il est fou ou pas. Mais au XVIIIe siècle, il y avait des fous, il y avait des criminels. Comment le partage s'opérait-il à ce moment-là? C'est une idée tout de même très curieuse que celle qui maintenant nous paraît très évidente, que vous lisez tous les jours dans les journaux. Lorsque un crime est commis, pourvu que ce crime soit un peu extraordinaire, c'est-à-dire un peu démesuré, un peu inexpliqué, qu'on comprend mal le calcul d'intérêt qui a pu amener le criminel à commettre son crime, aussitôt on dit ça doit être un crime de dément, ça doit être un crime de fou. Ça nous paraît une évidence, mais c'est une évidence qui a 150 ans, pas plus. Jamais au XVIIIe siècle, on aurait eu l'idée devant un crime particulièrement monstrueux, si vous voulez, ça, c'est génial. Particulièrement exorbitant, atroce, comme on disait. Ça, c'est génial. Jamais on n'aurait eu l'idée de dire, puisque ce crime est atroce, il faut bien que son auteur soit quelque chose comme fou. Quand on est devant un crime atroce, vous savez ce qu'on disait? On disait simplement, eh bien, il faudra que la punition soit atroce. Et cette symétrie entre la punition atroce et le crime atroce, cette symétrie dans l'atrocité, elle s'est maintenant reportée, si vous voulez, au niveau de l'âme du criminel. L'atrocité du crime, sa violence, son incompréhensibilité, eh bien, on la transfère dans le psychisme du criminel en disant il doit bien y avoir quelque chose de particulièrement obscur, comme une violence irrépressible dans l'âme du... Autrement dit, c'est l'âme du criminel qui a pris la place de la punition, dans l'équilibre des atrocités. Et il y a des crimes atroces, il y a aussi des crimes passionnels. Quelle est la différence entre les deux choses? Parce que le crime passionnel, lui, a l'air de se conformer fort bien aux catégories purement juridiques. Oui, mais je crois que le crime passionnel, justement, est un crime qui a son intelligibilité. Ça, je le mets pas parce que il faudrait qu'on ait cette réflexion-là. Ça veut dire que là, à ce niveau-là,
pour moi, c'est le grand défaut en fait des théories de Foucault, c'est de temps en temps de nier, et c'est pour ça qu'elle fait du bien la sociologie. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. C'est pour ça qu'elle fait du bien la sociologie durkheimienne, puis après la sociologie bourdieusienne. C'est que lui, par exemple, il n'arrive pas à lier crime passionnel, ou plutôt en quoi cette appellation témoigne de quelque chose de la construction du patriarcat, et en quoi cette appellation et la construction médiatique de ce qu'on appelait avant le crime passionnel est en fait complètement liée à l'affirmation du patriarcat et à des structures dominant-dominées, à la domination masculine, quoi. Et ça, là, il va pas dans cette direction-là. Lui, ce qui l'intéresse dans la symétrie, c'est que, en fait, pour lui, c'est il y a un crime atroce qui est commis avant la période moderne, et on pense à la punition qui va être faite. Donc on condamne un crime, quoi. Ouais, c'est peut-être une question d'époque, ouais, mais il a vu tellement de choses, quoi, que ça, il aurait dû le voir, quoi. Bon, bref, c'est pas... Et de l'autre côté, donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, pour lui, il y a eu une migration de l'atroce depuis le crime, depuis l'acte, jusqu'à la personne. C'est la personne qui est devenue atroce. Et là, il va y avoir ce chiasme et cette symétrie qui met en place. Ça veut dire que il y a toujours quelque chose de criminel derrière la folie. Et il y a toujours quelque chose de fou derrière l'action d'un criminel. Et à partir du moment où, dans les représentations, les deux vont se nouer, ça va pouvoir être noué aussi dans les institutions par l'intervention des psychiatres à l'intérieur des procès, et par le nouveau pouvoir qu'ils vont avoir d'isoler les gens, d'administrer des hôpitaux psychiatriques, etc. Foucault, il explique bien que ça va être... il va falloir que désormais la question de l'enfermement va devenir centrale, et ils vont se retrouver avec cette espèce de nouvelle fonction de régulation des relations. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis, Clem. Peut-être vous lui pardonnez sur ça, quoi. Coucou Abeille. Et c'est sans doute une autre époque, mais moi je pense que les schémas de domination étaient là, ça aurait pu marcher, quoi. Et oui, Andrea, elle dit, on a des déclinaisons encore aujourd'hui dans le vocabulaire médiatique autour des féminicides, crimes passionnels, etc., quoi. Ouais, et puis même tout un tas de tentatives de contextualisation d'agression sexuelle à travers ce type de dénoncé-là. Voilà, je vous renvoie, nous, avec André, on a vécu l'époque Cantat, et on a vu toute cette rhétorique dégueulasse se mettre en place, quoi. Bon, voilà, ça je mets de côté, quoi. Maintenant, pour revenir et pour finir sur Foucault, on voit bien que pour lui, la psychiatrie, assez vite, elle s'est transformée en une instance de régulation de relations entre les gens, d'enfermement, de disciplinarisation, et avec des pouvoirs de police, quoi, que n'avaient pas au début les quelques scientifiques au 19e siècle, les Charcot, les machins, qui travaillaient sur ces questions-là, quoi. Ils sont passés du champ de la science jusqu'au champ de la politique, quoi. Oui, c'est déjà une brèche dans le brouillard, clairement, et puis sur certains points, en revanche, c'est plus qu'une brèche, hein. C'est carrément, pour moi, c'est définitif, en fait. Là, ce qu'il dit, par exemple, sur l'histoire de la psychiatrie, pour moi, c'est définitif. On peut plus faire de l'histoire de la psychiatrie autrement. Regardez, et ça correspond tout à fait avec l'histoire de la psychiatrie, donc je compléterai, puisque lui, il le présente philosophiquement, je vous donne quelques repères historiques, quoi. C'est après la Révolution française que la psychiatrie est érigée en discipline médicale, et la psychiatrie... Nous, on pourrait avoir tendance à se dire, ouais, qu'est-ce qui différencie la psychiatrie de la psychologie, de la médecine, le psychologue et le psychiatre, il y en a un qui est médecin, qui peut adresser des psychotropes, l'autre non. C'est pas seulement ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Non, regardez, c'est comme ça. Dans l'esprit de la rupture de la Révolution, un changement de conception s'amorce qui sera concrétisé sous Napoléon Ier avec l'article 64 du Code pénal sur les responsabilités psychiatriques, puis en 1838 sous Louis-Philippe. Ce n'est plus le prince à travers les lettres de cachet qui décide de l'internement, mais le préfet qui garantit l'ordre public, ainsi que le médecin dans l'intérêt du malade. Et là, vous avez la naissance de l'aliénisme.
de la criminologie de l'époque, qui était très raciste en plus, qui a eu des branches très racistes, quoi. La psychognomonie, on calcule la taille du crâne pour savoir si vous allez être un assassin ou pas, ça c'est le docteur Alonso en Italie. Voilà, donc vous voyez, c'est ça qui est important. Vous pouvez pas envisager la psychiatrie en vous disant seulement, c'est une discipline médicale parmi d'autres, quand on peut être dermato ou psychiatre. Non. Pour faire l'histoire de la psychiatrie, il faut bien comprendre comment s'est construit l'État en France. Et ce type de... la naissance de la psychiatrie, c'est pas seulement la naissance de la méthode scientifique, une certaine technologie, puis l'arrivée des psychotropes dans les années 50. Certes, il y a ça, mais il y a aussi cet arrêt du Code civil et la question de l'irresponsabilité et du rapport avec le crime. Voilà. C'est pour ça que je voulais insister sur ça. Maintenant, une fois que cela a été dit sur l'histoire de la psychiatrie, aujourd'hui, un psychiatre est un médecin. Un psychiatre fait donc les 8 ou 10 ans d'études et ensuite va faire des spécialités en addicto ou ailleurs. Pour un psychiatre, la santé mentale dépend d'un certain nombre de processus chimiques qui se passent dans le cerveau. Le psychiatre a un rapport physico-chimique avec le cerveau. Ça, c'est important. Et le psychologue, lui, qui n'a pas fait les mêmes études, il va avoir un master de psychologie, et le psychologue a un champ plus limité de prescription médicale. Et lui, il va être en rapport avec avec une autre façon d'aborder son patient, en sachant que vous avez 2 grandes branches de la psychologie, une psychologie behavioriste américaine, etc., avec les grandes enquêtes statistiques, la naissance de la psychologie sociale, etc., et une psychologie cognitiviste qui, à partir des années 50, se développe grâce au fait qu'on ait pu cartographier le cerveau, et qui, aujourd'hui, a donné naissance aux différentes neurosciences qui sont vraiment dominantes dans le champ. Aujourd'hui, les psychanalystes, ou même les psychiatres ont perdu de leur importance dans le champ au profit de spécialistes de neurosciences. Maintenant, le psychiatre, étant donné son rapport physico-chimique avec la notion de maladie mentale, de trouble mental, se retrouve assez embarqué dans l'aventure des neurosciences depuis longtemps. Voilà, je pense que ça va. Alors, je finirai juste par un petit... où on prive les gens de leur liberté, etc. Oui, alors, l'antipsychiatrie est née dans les années 60, derrière des gens comme Guattari ou Deleuze, sur cette idée qu'il y avait non seulement une prison physique et qu'il y avait des internements qui devaient être repensés politiquement, et que de l'autre côté, la chimie et l'arrivée des psychotropes figuraient une prison chimique. Et ça, c'est la naissance de l'antipsychiatrie. Maintenant, par rapport à ça, moi, j'ai été éveillé à ces réflexions-là quand j'étais prof au collège et que j'ai eu un certain nombre de témoignages de certains de mes élèves qui étaient sous Ritaline suite à un diagnostic d'hyperactivité et qui me disaient « Monsieur, on n'en peut plus de ce médicament, quoi ». Voilà, et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Maintenant, j'ai mis de l'eau dans mon vin depuis. Vous savez aussi que le traumatisme a une réalité physico-chimique. Si les psychiatres peuvent dissiper l'agrégat physico-chimique qui se fige au pied de l'hypothalamus au moment de la reviviscence du traumatisme, quoi, et que artificiellement on peut empêcher le cerveau de se remettre dans la situation, dans la configuration chimique dans laquelle il était au moment du drame. Bon, ben, ça soulage les gens aussi, quoi, la chimie, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis rien pour dire que il y a un problème lié à la chimie. Ça me paraît compliqué, quoi. Et donc, effectivement, si la chimie soulage et que le traumatisme a aussi une réalité physico-chimique, j'ai rien à dire par rapport à ça. Maintenant, j'avoue que la Ritaline me pose problème parce que j'ai l'impression que on retraduit ce qu'on appelle l'hyperactivité, c'est aussi une construction sociale, et on traite de façon médico-chimique des problématiques, genre l'hyperactivité, qui dépendent aussi beaucoup de la façon dont est organisée l'école, quoi. Le fait que les gamins soient en randonnion derrière des chaises 20 heures par semaine, ça doit pas permettre de guérir de l'hyperactivité, quoi. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'en parallèle de traitements chimiques, on soit capable de reposer différemment un certain nombre de problématiques pour des adolescents qu'on désigne comme étant hyperactifs.
Voilà, bon. J'espère avoir fait un petit peu le tour sur ça. Je finis juste en vous présentant l'article que j'aurais voulu vous commenter. J'en avais 2, mais c'est pas grave. Je pense vous avoir au moins positionné la question de la psychiatrie. Il y a donc eu des avatars, des assises de la psychiatrie l'année dernière, 28 et 29 septembre. Moi, je vais juste vous diriger vers un article que je trouvais très intéressant. Voilà, c'est celui-là. Bon, il y en avait plein d'autres que je vous avais sélectionnés, mais je ferai un long live sur la psychiatrie. Mais ça, je trouvais que c'était assez intéressant. La psychiatrie de secteur public ou associatif disparaît en vérité. Et ça permet de comprendre que, d'un côté, la psychiatrie... Ouais, Clem dit, est-ce qu'on en est au balbutiement? Est-ce que ça gère, quoi? Non, mais... merci pour le follow, Fantos. Non, mais il est évident, encore une fois, vous avez 2 grands types de progrès qui ont été faits. Premièrement, on a su, coucou Dayon, on a su cartographier le cerveau, d'un côté, et de l'autre côté, oui, ils sont capables de se représenter ce qui se passe chimiquement au moment de tel ou tel événement, notamment terrible, atroce de la vie psychique. Et donc, du coup, ils peuvent jouer à ce niveau-là sur ça. Maintenant, les psychiatres, il ne faut pas non plus cracher sur eux. Hein. C'est grâce à eux aussi que les juges ont appris à comprendre pourquoi une femme battue pouvait rester près de son mari qui la violente. C'est pour rester dans un état de dissociation. Ça, c'est aux psychiatres qu'on leur doit. Donc, les psychiatres ont été aussi émancipateurs, quoi. Et ça a été important aussi, tous ces violeurs dégueulasses qui arrivent au tribunal en disant elle est consentante, elle bougeait pas, quoi. C'est le psychiatre qui a dit au juge il y a un état de sidération, une mise en off du cerveau, et ça c'est important quand même, ça, quoi. Et ça c'est quand même le psychiatre qui allait voir le juge pour lui dire non mais d'un point de vue physico-chimique, il se passe ça, et il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce que vous pourriez voir dans ces événements-là, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rendre aussi justice au fait que la psychiatrie a pu être émancipatrice. Moi, je vous parlerai de la gestalt thérapie, et vous verrez que à travers des nouvelles pratiques, il y a une prise en compte du patient qui est quand même pas inintéressante, quoi. Et notamment, par exemple, des grands progrès qui après sont diffusés du côté de la psychologie de groupe sur comment est-ce qu'on peut travailler avec des patients, qu'est-ce que c'est que la première rencontre avec le patient, etc. Maintenant, en parallèle, ça s'inscrit aussi dans une histoire disciplinaire administrative de comment est-ce qu'on désigne ce que les sociétés appellent la déviance, quoi. Et comment est-ce qu'on noue la criminalité à la folie? Et je vous renvoie par exemple à un certain nombre de fils qui ont été écrites par des jeunes femmes, souvent, qui étaient atteintes de bipolarité et qui ont été héritées par un film comme Le Joker qui noue la violence à la psychiatrie, quoi. Et voilà, et ça, au niveau des représentations, n'oubliez pas qu'un courant littéraire aussi fort que le fantastique naît d'un compagnonnage avec la psychiatrie à l'origine, avant que des tropes comme le schizophrène, le fou, la double identité, etc., Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout ça, bon, ça s'est autonomisé de la psychiatrie. Mais je pense que c'est important de voir aussi par l'imaginaire et les représentations liées à la culture populaire l'emprise de l'approche psychiatrique aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait lire le Horla aux jeunes gens, ils étaient tous persuadés qu'il était fou. Et ça témoigne bien de cette emprise-là dans nos représentations, quoi, et dans notre rapport avec le monde. Je vous renvoie au dernier procès, quoi. Alors, la psychiatrie de secteur public ou associatif, je vous lis juste l'introduction de ça, et je clôt ce chapitre-là. Donc, dans une tribune pour Le Monde, le psychiatre de secteur Benjamin Veil réagit à la tenue le 27 et 28 septembre des assises de la psychiatrie et de la santé mentale qui ont, selon lui, fait la part belle aux démarches neuroscientifiques, négligeant la question de la souffrance psychique des gens et ceux qui la soignent au quotidien. La psychiatrie disparaît au profit de la santé mentale. C'est un constat partagé par le plus grand nombre qui voit dans cette évolution une solution ou un problème. La santé mentale s'organise en 2 pôles, coordonner une compréhension politique du fait psychique à l'échelle de la santé publique, du grand nombre
nombre et une compréhension scientifique exclusive nourrie par les neurosciences. Évidemment, on peut trouver insupportable la disparition de la question de la souffrance de nos patients qui font notre engagement. Bien entendu, on doit dire notre exaspération devant le dédain des tutelles pour le travail du secteur psychiatrique qui soigne l'écrasante majorité des troubles psychiatriques graves en France, avec d'autant plus de succès qu'il est soutenu par l'environnement social des patients et des acteurs politiques locaux. Mais au lendemain des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, dont les psychiatres n'ont rien su de l'organisation, durant lesquelles les mots science et progrès n'ont été associés qu'aux démarches neuroscientifiques, il faut surtout souligner l'effondrement de la rigueur scientifique. Il faut craindre les conséquences de la disparition du souci épistémologique, c'est-à-dire de la question du dessin de la science que l'on produit, de sa structure et de ce par quoi elle est déterminée. Le secteur coûte cher, mais en même temps, on avait un vrai secteur social de la souffrance psychique, quoi, qui est déserté aujourd'hui. La psychiatrie de secteur public ou associatif disparaît en vérité. Les psychiatres la désertent, là de l'absence de reconnaissance, des conditions de travail dégradées, du fait de l'attribution exclusive des moyens aux centres experts, au lieu de l'innovation putative. Les infirmiers ne restent dans nos services que lorsqu'ils sont engagés dans des soins dont ils comprennent le sens. Bon, je vous renvoie à cet article-là, il est vraiment très très intéressant, et ça permet de boucler la boucle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les neurosciences, certes, la psychiatrie, coucou Octo, coucou Déon, j'ai dit tout à l'heure, coucou Makita, pour ceux à qui je n'aurais pas dit bonjour. Et donc, du côté de la psychiatrie, certes, la psychiatrie a pu profiter du développement des neurosciences pour parfaire des diagnostics et compléter son approche physico-chimique d'un certain nombre d'événements de la vie psychique, mais d'un autre côté, les neurosciences, c'est aussi le marketing, vous savez, le marketing cognitif, là, la couleur orange pour attirer des menus, pour faire naître l'appétit, les spécialistes de parfums d'ambiance pour vous mettre, enfin, etc. Bon, toutes ces conneries, quoi. Plus tout ce que je vous ai montré au niveau de la e-santé. Donc là, le néolibéralisme le plus dégueulasse, quoi, appliqué à ce secteur-là. Et de l'autre côté, l'effondrement de l'hospitalisation, puisqu'en France, on a construit la psychiatrie à partir de l'hôpital. Ça, c'est important, de l'hospitalisation. Voilà, et ça a eu au moins permis d'éviter quelques dérives, même si ça a confirmé les psychiatres dans leur rôle bureaucratique, administratif. Ouf, ben voilà, j'ai pas pu faire plus court, quoi, sur l'Italie et la psychiatrie. J'espère que j'ai quand même réussi à faire un peu le tour, quoi. Ça m'embête parce que je voulais laisser la parole à Andrea plus tôt. Voilà, bah, j'espère que ça a été un peu intéressant pour vous, que ça vous a apporté un peu des choses. Je vais maintenant laisser Andrea installer cette deuxième partie du live. Ce serait si facile de tout résoudre par les neurosciences. Les humains auraient des histoires de vie qui marquent le psychisme de façon... Les humains ont aussi des histoires de vie qui marquent le psychisme de façon... Ah ouais, non, mais que les neurosciences soient une entrée intéressante, ça, j'en doute pas, quoi. Je dis juste que... ok, les neurosciences, mais les neurosciences, c'est aussi le marketing cognitif, quoi. C'est aussi une certaine vision de l'homme, et c'est de l'autre côté une psychiatrie qui se déploie plus en hôpital, en secteur ou dans le cadre associatif, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Moi, je pose des choses sur la table et je boucle la boucle néolibérale aussi sur ça. Moi, je pense que ce que disait Foucault, il faudrait le compléter aujourd'hui, et que, certes, il a essayé de penser le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, mais aujourd'hui, il y a un paradigme néolibéral de la psychiatrie. Voilà, c'est tout, quoi. Et il faut bien prendre en compte ce qu'il est et toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière tout ça. T'es beau, mon garçon. Oui, tu peux. Voilà. Donc, voilà, et mon petit garçon qui... Gilles, on se met Gilles, là, avant qu'André elle parle, histoire qu'on souffle de la psychiatrie et tout. On se met Gilles, et après... je vous laisse... alors, tout est en replay, hein, sur la chaîne. Alors, il y a pour l'instant les replays de ce que je faisais avant, que je vais continuer autour du manga, qui sont présents sur ma chaîne YouTube. Et avec Andrea, on est en train de vous préparer une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle vous aurez plein d'informations, et notamment des montages par rapport à tout ça. Et si vous voulez soutenir aussi mon travail, je me permets de remettre le compte Utip. Alors, c'est parti. Merci beaucoup à Deldao pour le follow. Andrea, Gilles, et c'est parti pour toi.
T'es là? Ou il faut que je te relance? Andrea. Alors, oh bah merci pour les follow, c'est vraiment cool quoi. Alors à la limite, Andrea, je relance l'appel, peut-être ça va être plus... Hop. T'es là? T'es là. Coucou. Coucou. Andrea. Bon, Gilles alors. Alors, ouais, on met Gilles, et en espérant que Gilles va faire venir Andrea. C'est parti, deuxième grande partie, la crise de la masculinité et la rhétorique masculiniste aujourd'hui. Bon, on y va. Hein. On y va. Ok, c'est donc parti. Bah, j'arrive pas à voir Andrea et j'ai pas de news. Voilà. Andrea. On y va. Vous kiffez pas, franchement, là, son on y va. Bah, ouais, mais moi, je voudrais que ce soit Andrea qui soit là. Qu'est-ce qu'elle me dit sur Twitter? Ah, je suis là. Ah, ok. Donc t'es là-bas, mais on t'entend pas. Alors, je remets. J'éteins et je remets. Bah non, t'es en mute. T'es en mute sur Discord. Donc ils peuvent pas t'entendre, les gens. Yes. Là, t'es plus. Vas-y. De quoi? Je regarde où? Ouais, bah ouais. Mais on t'entend pas. Pourquoi on t'entend pas? Bah ça marchait bien tout à l'heure. Y a pas de... On fait quoi? Oh, j'aimerais bien que ça marche. On relance le truc. Allô? Non. Bah, je sais pas quoi dire. Bon, je relance Discord. Hop, on va relancer Discord. Tu me parles 200 ans sur Discord. Bah ouais, mais personne n'entend rien. Ouais, je ferme et je relance Discord. Hop, on ferme Discord. Et on relance. Oh, ça s'est toujours très bien passé et tout. Mais de toute façon, vous avez vu, c'est à chaque fois un souci différent. Ça peut jamais être le même souci à chaque fois, quoi. Merci Dayon, merci beaucoup. Alors voilà, j'ai relancé Discord. Je vais là avec Andrea. Je relance. Des connexions. Hop, je me joins à l'appel. Voilà. Tout y est là normalement. Andrea. Bah on t'entend pas. Périphérique d'entrée, etc. C'est ça. Périphérique de sortie, à la limite, je peux mettre ça. Vas-y, essaye de parler. Non, toujours pas. Ouais, je sais pas quoi faire, quoi. Faut commencer avec Andrea quand ça fonctionne au début. Ouais, je pense, hein, on va faire ça, quoi.
Dit du Foucault. Bah ouais, mais moi je voudrais que vous l'entendiez elle et qu'elle vous présente son projet parce que je vais pas, c'est elle, ça c'est son truc à elle. Je sais pas comment on peut faire. Tu peux passer par ton téléphone, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Bah parle-moi, parle-nous dans le chat quoi. Non, c'est pas moi. Bah non, il faut que tu viennes dans un salon, mais on est en privé. On est en privé. Je sais pas quoi dire quoi. Et tu peux pas le lancer d'une autre façon. Je sais pas quoi faire. Voilà, je suis joint à l'appel, on est sur l'appel, on est comme d'habitude. Et j'entends rien. Bah ouais, mais ça vient pas de moi non plus, quoi. Je sais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer l'intégralité du stream et l'intégralité de mon ordi. Donc, on vous donne rendez-vous dans 35 secondes. C'est parti.